L'enseignement de cette acculturation et cette transformation digitale de début 2020, c'est d'appliquer des méthodes digitales, de tester, d'apprendre, d'échouer et d'ajuster. Et donc c'est ce qu'on a fait dans le quartier de Solferino, donc à Lille, où au début, c'est notre premier magasin de proximité. Donc prétendre qu'on ouvre un magasin de proximité de 400 mètres carrés quand depuis 50 ans on gère des magasins de 10 ou 15 000 mètres carrés, ça on savait que ça ne marchait pas. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Romain Rouleau, qui est donc Chief Marketing Digital et Customer Officer de Castorama et Digital Strategy, enfin qui est la stratégie digitale de Kingfisher France pour le groupe Kingfisher que tu nous présenteras dans un instant. Salut Romain, ça va ? Salut Laurent, très bien. On est sous le chaperonnage du coup d'Anaïs Robert qui est dans la salle et qui prend des notes. Je ne sais pas qui elle note d'ailleurs, mais on verra ça à la fin. Toi, bien sûr. Je n'en doute pas moi. On devait enregistrer au One-to-One à Monaco, qui est ce salon e-commerce qui est un immanquable pour tout e-commerçant ou acteur de l'e-commerce qui se respecte d'ailleurs. C'est Sonia Mamin, la directrice du e-commerce, du One-to-One e-commerce de Monaco, qui avait organisé cette rencontre, mais on n'avait pas pu organiser et c'est à la rigueur tant mieux parce que là on est au calme et on pourra se dire plein de choses. Donc un petit coucou à Sonia. Tu es d'ailleurs au comité éditorial du salon depuis de nombreuses années dans mes différentes fonctions et je connais le salon depuis la 2e édition. Ça fait donc c'est la 12e ou 11-12e maintenant je crois. Et donc j'y suis depuis la 2e édition, donc c'est un événement pour moi incontournable. Pourquoi incontournable ? Parce que en fait le niveau d'expertise et le niveau le mix entre les conférences, les exposants et la partie networking est exactement aligné avec ce que moi j'attends dans un événement comme ça. Ça permet d'être ouvert, ça permet de vraiment être dans une logique d'efficacité. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les événements hybrides qui sont trop vers le loisir et le fun. Par contre, lorsqu'on peut mettre un peu de fun, c'est agréable. Mais c'est surtout un événement dans lequel vraiment on arrive à avoir beaucoup d'échanges avec beaucoup de monde parce que les décideurs de l'e-commerce et du digital en France se retrouvent tous les ans à cet endroit-là. Voilà. Et ça fait une dizaine d'années que ça dure, donc c'est pour ça que c'est un événement important. Et puis j'ai décidé il y a plusieurs années, à la demande de la prédécessrice, je sais pas comment on dit, donc celle qui était la personne d'avant, voilà, Ingrid Fillon, de participer à ce comité éditorial. Ça aussi c'est un que fait le comité éditorial. En fait, on valide toutes les thématiques des keynotes. Okay. On valide les speakers, on valide les keynotes, les thèmes, et donc ça permet aussi de donner de la crédibilité aux conférences qui sont données. Ok. Voilà. Alors nous on n'a pas pu aller malheureusement la dernière là en mars. On avait notre séminaire, on était à Djerba avec toute la boîte. Donc honnêtement c'était pas mal. Ouais. Mais on était à l'édition précédente et j'espère qu'on viendra aux éditions prochaines. Mais alors celle où on devait se voir, c'était une édition un peu particulière. De rattrapage. C'était les 10 ans et c'était la première édition depuis post-Covid. Exactement. On était un peu bluffés. J'étais avec mon associé donc Mathieu. On a organisé des ateliers autour de la Gen Z. Et de ses comportements d'achat, et puis on a eu la chance en plus de faire le compte rendu de ces ateliers en plénière, aux côtés d'ailleurs de le philosophe dont le nom m'échappe, Gaspard Koenig. Ouais, tout à fait. Hyper intéressant pour la clôture de. Ouais. Mais on n'est pas là pour parler du one-to-one, on est là pour parler de toi. Alors pas de toi d'ailleurs, mais de comment le digital et la transfo digitale s'insèrent dans un groupe comme le vôtre et vient transformer des usages en termes d'achat, de comportement d'achat, de parcours utilisateur, de web to stores, to web to store, to web to autre. De mobile, puisque le mobile impacte aussi les comportements en magasin et hors magasin.
On parlera aussi des nouveaux concepts, puisque vous avez récemment, alors c'est en décembre 2020 que le premier est sorti, mais ouvert sous le même nom. Oui, sous le même nom, Casto. Casto, c'est les Casto et pas les Castorama. Voilà. Donc c'est explicitement écrit Casto, ce qui évidemment est le petit nom de l'enseigne Castorama depuis de nombreuses années, mais là on a explicitement joué sur le petit nom, puisque ce sont des petits magasins. Ce sont des petits magasins de 300-400 mètres carrés, c'est exactement. Ça en centre-ville. En centre-ville, il y en a à Lille, il y en a... Lille, les Lilas, près de la mairie des Lilas, et le Valois. En plein centre de Levallois. C'est ça. Et du coup, c'est, j'imagine, une adaptation aussi aux nouveaux comportements utilisateurs dont on parlera. Bref, un épisode qui s'annonce passionnant. Bienvenue Romain. Pour cadrer un peu, peut-être que tu peux me parler de ton parcours, me dire d'où tu viens. Alors moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le digital. J'ai toujours tendance à dire que... Alors ça s'appelait pas digital à l'époque, ça s'appelait e-commerce. Ouais. C'est on va dire, je suis la deuxième génération des dinosaures. La première génération, elle est plutôt 95, hein. Vraiment les vrais pionniers du web en France en 95-96. On va dire que je suis la génération juste derrière les petits frères. J'ai fait toute ma carrière dans le digital, hein, depuis 2000 où j'ai créé la plateforme e-commerce de Raja, qui était un gros acteur dans les fournitures B2B. Puis ensuite, j'ai fait une énorme partie de ma carrière dans le travel. C'est pour ça que je connais bien Quentin au Club Med, qui fait partie du comité éditorial aussi. Tu vois, comme quoi il y a... Super épisode du panier que je vous recommande avec Quentin Briard. Hein, Quentin Briard. Qui est à la direction marketing du groupe Club Med. Tout le marketing, tout le digital et l'IT. C'est ça, voilà. Épisode hyper intéressant que je vous recommande, chères auditrices, chers auditeurs. Donc dans l'hospitalité, dans le travel, avec la partie SNCF d'abord, où je pilotais toutes les ventes européennes pour les voyageurs européens qui cherchent à voyager en train. Évidemment en lien avec Voyage SNCF, l'ancien nom de Oui et l'ancien nom de SNCF Connect. Puis une bonne partie de ma carrière chez Accor, où j'ai passé 7 ans, où je pilotais toute la stratégie digitale et l'e-commerce pour le monde entier en fait. Donc grosse activité de réservation d'hôtels. Et puis... Alors pour situer, pardon, t'arrives chez Accor quand même en 2008 et tu y passes... 2008, je quitte Accor en 2011. Ouais. Je pars dans le sud pour une expérience... enrichissante personnellement mais très complexe, enfin enrichissante professionnellement mais très complexe personnellement. Toujours dans le voyage. Ouais, pour diriger une entreprise qui était sur le papier très magnifique, qui s'appelait Travel Horizon, qui était le numéro 1 du ski, des séjours de ski sur internet. Bon, le problème c'est que l'entreprise était un peu en situation instable, on va dire, pour être gentil. Et donc j'ai malheureusement dû ouvrir un redressement judiciaire, ce qui est un peu compliqué quand on est patron de la boîte, surtout quand on est patron depuis quelques mois. Voilà, et puis j'ai passé 1 an chez Voyage Privé, qui est une très très belle pépite du sud de la France, à Aix. Et puis finalement, je suis revenu chez Accor en 2013, quelques semaines avant l'arrivée de Sébastien Bazin et quelques mois avant que le groupe lance une énorme transformation digitale, dont j'ai été un peu la cheville ouvrière. Voilà. Ça a dû être un sacré morceau. Ah oui, ça a été énorme. Et ça, c'est donc... 2013-2017. 2013-2017, cette grosse transfo digitale. Grosse transfo, lancement de ce qu'on a appelé nous la Biga App. Donc on avait embarqué l'intégralité des services dans une app mobile. On pourra reparler évidemment de l'enjeu du mobile, puisqu'on était déjà sur le sujet en 2014-2015. Là, on l'est beaucoup évidemment chez Kingfisher en 2022. Ça, c'est pour la partie mobile. Et puis, on a aussi lancé à l'époque une marketplace qui est un sujet aussi sur lequel on est actif aujourd'hui aussi chez Kingfisher. Donc des enseignements et puis un gros morceau auquel tu t'es attaqué et qui t'a permis aujourd'hui d'attaquer les sujets du même ordre en tout cas, mais plus du coup dans l'hospitalité ni le travel. Non, dans le retail. Alors j'ai fait une dernière étape avant Kingfisher qui est Confo, dans lequel j'avais effectivement toutes ces fonctions-là pour le groupe, hein, pour l'ensemble des enseignes en Europe. Et puis Kingfisher m'a appelé 1 an et demi après, avec cette volonté de transformer un certain nombre d'éléments autour du digital, mais également d'embarquer tous les sujets de la marque et du positionnement de l'enseigne pour Castorama. Donc c'est ma partie Castorama, et puis après je parle de la partie digitale pour le groupe, puisque Castorama est une enseigne évidemment patrimoniale, vieille de plus de 50 ans, mais qui avait besoin de se renouveler, de retrouver un nouvel élan et un nouveau positionnement et une nouvelle proposition de valeur. Et donc ça fait partie des rôles que j'occupe aujourd'hui, qu'on a lancé il y a un peu moins d'1 an, grosso modo, avec une nouvelle signature, un nouveau positionnement, mais surtout un nouvel écosystème. Voilà. Mais du coup, quand tu arrives donc on est en août 2019. 8 mois après, 8 mois après le Covid. Comme tout le monde, hein, je le prends en pleine face. Hein, mais du coup, alors j'ai plein de questions à ce stade, mais en gros, qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu as un plan de route
Et d'un coup, ton plan de route, il fait plus de 5 ans, mais il doit faire 1 an, quoi, ou 6 alors, mois. mon plan de route, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité, c'est que je vais assez vite. Et donc, cette qualité-là, je l'ai mis en application chez Kingfisher. Et donc, en décembre 2019, mon plan de route, décembre-janvier, on va dire, j'ai mis 4-5 mois à le faire, il est à peu près écrit sur l'ensemble du périmètre. Donc, on a déjà enclenché la transformation, enfin, en tout cas, on a consulté le sortant de marché pour le repositionnement de l'enseigne, on a fait pas mal de choses comme ça. Et on est en train, entre guillemets, de présenter le plan aux différentes instances et ainsi de suite. Et puis, voilà, on est quasiment sur les starting blocks pour commencer à enclencher opérationnellement. Et puis, donc, arrive le 17 mars, je crois. Ouais, 17 mars, Voilà. Et donc, on se met à diriger une entreprise de 25 000 personnes à peu près, parce que Kingfisher en France, c'est quand même 25 000 salariés. 25 000 et combien en magasin ? Ah bah, l'immense majorité, on va dire 90% à peu près. Okay. Et donc, pardon, je t'interromps. Et là, on se retrouve un dimanche à faire un codir exceptionnel, en sachant que tous nos magasins vont fermer du jour au lendemain. Donc, on est à peu près une dizaine, le comité de direction en France, à se regrouper et donc à se demander ce que nous allons faire à partir du moment où on sait que le lundi matin, les magasins ne vont pas rouvrir. Voilà. Et alors, je pense que très rapidement, les yeux dans ce COMEX ou ce codir exceptionnel, les yeux se tournent vers toi. Ah bah un peu, ouais. Ouais. Avec les outils qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles... tes 5 mois d'ancienneté. Exactement. 2 enseignes, 2 systèmes différents, 2 écosystèmes, 2 positionnements, parce que je ne l'ai pas dit, mais mon Castorama, c'est une enseigne généraliste. Brico Dépôt, c'est une enseigne plutôt low cost, avec une logique plutôt donc, de dépôt, un modèle entrepôt, moins de services, moins de produits, mais par contre beaucoup de stock, beaucoup de dispo et des prix plus bas. Ok. Voilà. Donc 2 positionnements différents dans lesquels l'e-commerce, évidemment, n'a pas les mêmes enjeux, la même intégration. Et sauf qu'au bout du compte, on se dit très vite que quand je dis très vite, c'est quelques jours, c'est vraiment quelques jours, que ce canal-là va être pour une durée évidemment indéterminée. On n'a aucune idée, le 18 et le 19 mars, combien de temps ça va durer. Notre seule façon de continuer à faire du business. Quelle est la maturité e-commerce digital en août 2019 quand tu arrives chez Casto ? Assez faible, comme une grosse partie du retail en France. Alors, quand je dis une grosse partie, j'entends hors produits qui ont été attaqués frontalement depuis 15 ans par Amazon. Donc quand on prend les Fnac Darty, les boulangers, eux, ils ont pris Amazon il y a 15 ans, et donc de toute façon, ils se sont transformés en marche forcée, sinon c'était fini. Ce qui est d'ailleurs le cas dans d'autres marchés, on le voit bien au UK par exemple, où il y a de moins en moins de grosses enseignes comme nous on connaît en France. Spécialisées, j'entends, distribution spécialisée. On le voit aussi sur l'alimentaire. L'alimentaire, il y a 4 ans, il y avait un peu de drive, mais c'était pas non plus une part de business qui était très significative. Donc ça veut dire qu'on voit bien que par rapport à d'autres secteurs, le travel, les services, par exemple, le travel était le premier secteur à se transformer en e-commerce, parce que c'est plus facile, il n'y a pas de produits physiques à livrer. On voit bien que ce sujet-là a été très très important, mais de manière plutôt subie au moment où on arrive au mois de mars. Donc sur les autres secteurs, y compris la fringue par exemple, la distribution B2B, évidemment le bricolage, le meuble. Alors le meuble c'est un peu différent. Sur la partie meuble, je l'ai connu chez Confo, on était plutôt sur la même dimension que ce qu'est le bricolage, mais comme les enseignes de meubles sont souvent un peu d'électroménager, on se retrouvait à être pour le coup un peu plus digitalisé parce que c'est des produits qui s'achètent majoritairement en ligne. Voilà. Quel est le curseur qui fait que tu digitalises ou que tu transformes plus tôt ou plus tard ? Le fond de ma question est le suivant, c'est qu'un meuble, à la rigueur, des photos et des dimensions me suffisent. Je peux l'acheter sur une fiche produit. Non. Bon, alors je me trompe peut-être, mais tu vois ce que je veux dire. Alors qu'un rideau, j'ai besoin de le toucher, ou un tuyau dévisse des robinets, j'ai besoin de conseils pour savoir comment les monter. En fait, tu as à peu près résumé la sujet. C'est-à-dire que l'e-commerce, depuis 20 ans, s'appuie sur une logique de progressivité et de facilité d'acheter en ligne. On a commencé il y a 25 ans maintenant, quasiment, je crois, Amazon a à peu près 25 ans, sur les livres. Les livres, je connais l'auteur, je connais le nom du bouquin, l'objet, il est identifiable, et ce qui m'apporte, c'est de l'acheter et de le recevoir. C'est la base. Et donc, sur cette base-là,
on commençait à être ajoutés les produits qui semblaient les plus simples à acheter en ligne. Et tous les produits se sont retrouvés achetables en ligne, mais les vendeurs traditionnels de ces produits, plus complexes, n'ont pas transformé leur modèle. Quand on prend les années 2000, les débuts des années 2010, je vais prendre une autre industrie comme le vêtement par exemple, les gens ont fait du e-commerce en essayant de dupliquer ce qu'ils faisaient en magasin. Le problème, c'est quand on achète un vêtement, on va l'essayer, on va voir comment il est, on va toucher la matière. Ça, c'est très difficile à transformer en digital. Donc, on croit qu'on va appliquer les mêmes méthodes qu'on applique sur un bouquin, sur un CD à l'époque, sur un jean, une chemise ou une robe. Donc, on duplique sans adapter. Et donc, on arrive quand même un peu à une sorte de plafond de verre rapide. Et dans notre industrie, dans le bricolage, dans l'amélioration de la maison, c'est la même chose. Quand le produit est très identifiable, avec une référence, un produit, j'ai des caractéristiques. Si je prends le cas de l'électroménager, je vais acheter une machine à café. Voilà. J'ai la référence, c'est une machine Krups, elle est telle référence. Qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde les services du vendeur, le prix, et c'est tout. De toute façon, je me fiche parce que je connais le produit, parce que je me suis déjà renseigné, j'ai regardé quelles sont les caractéristiques. Quand on est sur un produit, un meuble, de la déco, quand on est sur d'un produit technique, on rentre effectivement dans l'exemple que j'ai donné sur la fringue tout à l'heure, qui est de dire, là, on ne peut plus faire du e-commerce juste en mettant en ligne et en attendant que ça se passe. Donc, il faut y mettre du service dans le sujet du bricolage, parce que c'est compliqué. Les gens, pour une bonne partie, en tout cas pour la grande majorité des Français, ne sont pas des experts. Ils sont plus ou moins appétents. On a des bricolages amateurs, des bricolages novices, voire le bricolage pour les nuls. Et puis on a, évidemment, le Covid a beaucoup aidé à ça, de plus en plus de gens qui ont une appétence et qui ont passé beaucoup plus de temps sur des tutos, sur des conseils, à refaire leur maison. Et donc, à chaque fois qu'on est sur des produits dits complexes, on doit y amener un élément différenciant dans la façon dont on va vendre en ligne. Sinon, encore une fois, on se limite à de l'achat simple, transactionnel, sauf que dans notre secteur, dans ce qu'on appelle le DIY, l'amélioration de la maison, il y a beaucoup de sujets, notamment en part de chiffre d'affaires, qui se font sur ce qu'on appelle les projets. Les changements significatifs. Changer une cuisine, changer une salle de bain. C'est pas juste acheter une somme de 5 ou 10 produits. C'est la concevoir, l'imaginer, composer les couleurs, les matières. Il y a de la technique, il y a de la plomberie, il y a de l'électricité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est là où la limite de l'e-commerce, j'allais dire 1.0, arrive. Voilà. Ok. Et donc là, on est début 2020, cette accélération rapide, les yeux se tournent vers toi, on est dans ce COMEX. Qu'est-ce qui se décide? Alors, c'est un enfin, non, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui se décide à ce moment-là? Quelles sont les solutions qu'on a dans le respect de la législation? Parce que, encore une fois, la législation, à cette époque-là, elle change à peu près tous les jours, ou toutes les semaines. Moi, alors, comme tous les Français, je pense que j'ai jamais autant bricolé, décoré ma maison qu'à ce moment-là. Et je suis client Castorama. Ouais. Je me souviens des rayons qui étaient ouverts, fermés, réouverts, refermés. Et franchement, parfois, tu avais le rayon à gauche. Enfin, tu étais dans un rayon, les étagères de gauche étaient fermées, les étagères de droite étaient ouvertes. Enfin, c'était l'enfer, quoi. Fallait déjà qu'on comprenne, nous, parce que pour fermer celui de gauche et laisser celui de droite ouvert, il faut qu'on arrive à décrypter ce que le législateur nous demande de faire. Et comme parfois la loi, elle est très bien structurée, parfois la loi, elle amène à de l'interprétation. Quand on dit décoration, voilà, je prends un exemple, est-ce que le luminaire, c'est de la décoration? Il y a des gens qui vont te dire oui, il y a des gens qui vont te dire non. Sauf que si tu réponds oui et qu'on te dit que la décoration doit être fermée, tu fermes. Si tu dis non, c'est pas de la décoration, parce que si j'ai plus de lumière dans mon salon, ça n'en est pas, donc c'est de l'essentiel, donc je laisse ouvert. Et puis après, il y a ceux qui contrôlent, qui eux-mêmes ont leur propre interprétation, et qui vont dire non, vous n'aviez pas le droit, il faut que vous fermiez, ou si vous avez le droit, voilà. Donc cette législation, elle bouge beaucoup. Et donc quand on est au tout début, là on n'est même pas à ça. Tout est fermé, terminé. Boutique fermée. Ok. Est-ce qu'on a moyen de continuer à faire un peu de business autrement? Donc la question qu'on se pose déjà, parce que c'est là qu'arrive le mot produit essentiel. Est-ce qu'on fait partie des catégories essentielles? Première question. Pareil, interprétation.
est-ce qu'on est sûr qu'on est dans les produits essentiels et est-ce qu'on est sûr que les gens vont comprendre dans un contexte, souviens-toi, il y a un peu plus de 2 ans, de peur totale, ce truc il est dans l'air, on sait pas qu'on n'a pas de masque, on ne sait pas s'il faut des masques. On ne sait pas trop si c'est grave à cette époque. Enfin, on sait que les gens meurent quelque part à l'autre bout du monde, mais voilà. Et ça commence chez nous. Exactement. Et donc, tu as tout ce système qui dit, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir ? Et si on n'ouvre pas physiquement, oui, on peut ouvrir dans un mode click and collect, alors qu'on appelle drive puisqu'on applique le modèle alimentaire. Mais on se dit, si on fait du drive, il faut le faire en réassurant énormément nos clients, en apportant cette fameuse terminologie sans contact qui permet de rassurer les gens qui peuvent venir chercher leurs produits sans aucun contact humain et donc en toute sécurité. Et aussi, ce qui est très important, de rassurer aussi nos collègues. Parce que la question qui se pose aussi beaucoup, c'est pourquoi un collègue va-t-il travailler dans un contexte où on lui dit qu'il y a ce virus qui traîne dans l'air, et pourquoi il peut se dire mais pourquoi moi je vais aller mettre ma vie en danger ? Donc on doit tout faire aussi pour que nos collègues se sentent et aient tous les éléments de toute sécurité pour qu'eux-mêmes ne soient pas infectés, ne soient pas mis en danger. Voilà. Donc c'est pour ça que le sans contact il vaut aussi bien pour les collègues que pour les clients. Et donc ça on met 15 jours. Pour le monter. 15 jours, 25 000 personnes, c'est beau. Alors, 15 jours pour un groupe de 25 000 personnes. Pour ouvrir, combien d'enseignes ? Alors, 92 magasins Casto et 123 Brico. Ok, donc de 210 en tout, quoi. Okay. Voilà, qui sont des gros magasins quand même. On parle de potentiellement entre 100 et 150 personnes par point de vente. C'est donc des grosses machines. Donc 15 jours. Voilà, et au bout de 15 jours, on ouvre dans les 2 enseignes ce modèle, le drive sans contact. Qui va durer, qui continue à durer. Alors, on a enlevé le mot sans contact parce que maintenant on n'a pas de sujet sans contact, mais on a laissé le drive. Et d'ailleurs, beaucoup d'enseignes dites spécialisées, non alimentaires, nous ont copié. Tu partais de zéro ? Alors, on avait un click and collect comme tout le monde, ouais. mais on n'avait pas en un magasin, drive. C'est ça, ouais, ok. Maintenant, dans tous les parkings de nos points de vente, on a un drive comme tu peux l'avoir chez Carrefour, Leclerc, Auchan. Donc avec des auvents, avec un système d'identification à l'arrivée, et donc le vendeur est prévenu et t'amène ta marchandise directement au pied de la voiture. C'est ouf. Moi, je suis un doueur. J'aime bien faire les choses et je trouve qu'il n'y a pas de problème avec des solutions. Il faut juste savoir avancer. En 15 jours, tu peux pas réinventer la poudre, tu peux pas toucher la lune. Qu'est-ce que tu fais ? T'accélères l'existant, tu regardes ce qui existe. On écrit des process, on met des palettes sur les parkings, on met de la signalétique à la papa, pas du tout de digital à l'époque, pour faire en sorte qu'il y ait un process opérationnel entre je commande en ligne, en temps normal, un mois avant. Il faut changer le site, il faut rajouter un bouton, il faut rajouter des indications. Non, en fait, on adapte le modèle click and collect qu'on avait. Oui, mais tu dis, vous rentrez plus dans le magasin, vous restez sur le parking. Voilà. Donc c'est ici, donc il y a de la signalétique, donc il y a une information qui est faite à l'achat, qui est faite post-achat sur l'email de confirmation, et qui est faite quand on arrive sur le parking pour expliquer comment ça va se passer. Donc on a tout un processus opérationnel. Alors pardon, je comprends tout à fait. 15 jours, c'est une exagération ? Ah non, c'est pas une exagération du tout. Là, c'est le mec qui a la casquette. J'ai bossé 2 ans chez Lafarge et 6 ans chez Air France, que j'aime à la folie, Air France. Air France, quand vous voulez, vous venez sur le panier raconter parler de travel. Mais, putain, c'est quand même une sacrée boîte, grosse. Enfin, tu vois, un changement comme ça en 15 jours, ça me paraît un bel accomplissement. Ah bah, on est très fiers, on est d'accord. Après, ce qu'on a réussi à faire avec ce mode de gouvernance particulier, puisque ce Code Air France qui se voyait tous les 15 jours en physique s'est retrouvé à ne pas se voir pendant des mois et à ne faire que des Teams. Vous ne vous êtes pas retrouvés, on avait le droit, le Codir, vous êtes combien au Codir ? On est une dizaine. Ouais, ok. Pendant des mois et mois, parce qu'en plus, il y a des gens qui sont plutôt parisiens, parce qu'on a deux sièges. On a un siège en banlieue parisienne et un siège dans la banlieue lilloise. Donc on a plutôt des gens qui sont lillois et plutôt des gens qui sont parisiens. Et on essayait d'éviter les déplacements qui auraient pu mettre les personnes. Ok, je comprends. Assez incroyable. Donc c'est une transformation digitale que tu avais dans ton mandat, mais qui a été du coup accélérée. Ultra accélérée, ouais. Hyper scale de l'accélération. Peut-être qu'on peut revenir sur ce que tu disais tout à l'heure et pour bien comprendre ce qu'on va se dire ensuite, tu peux me parler de
de Brico Dépôt et de Castorama, des personas, du type d'utilisateurs, de clients, pardon. Alors, Castorama, c'est... bon, je pense que j'ai pas besoin de décrire Castorama en détail, mais Castorama, c'est l'enseigne généraliste. 92 enseignes, c'est ça? 92 magasins en France, plus les 3 petits. Les 3 nouveaux. Casto, les petits frères, sont des grands magasins. À part les 3 magasins qui sont dans Paris, sont des magasins plutôt de périphérie, puisqu'évidemment la surface d'entre 10 et 15 000 m² à peu près par magasin fait que ça ne peut pas être en plein centre-ville, avec une logique de très large choix, 50 000, 60 000 références à peu près par magasin, donc c'est beaucoup. Beaucoup de produits différents, et on couvre l'intégralité des besoins d'amélioration de la maison. Avec 50-60 000. Ouais, 50 à 60 000 références dans chaque magasin, donc c'est énorme comme assortiment. Et ça va de sujets évidemment très classiques autour du bricolage de tous les jours, mais également autour de projets d'amélioration de la maison, la cuisine, la salle de bain, l'aménagement, le bâti, le jardin, qui est une catégorie très très importante pour Casto. Donc ça, et là on y trouve tous les Français. Tous les Français, on a à peu près 9 millions de clients chez Castorama, donc c'est beaucoup par an. Donc c'est beaucoup de gens qui fréquentent. Je parle pas de. Je peux faire une parenthèse? Ouais. Comment tu sais c'est des clients uniques? Bon, on évalue. Sur quoi? On évalue. On a le nombre de tickets. Ouais. Et puis on évalue avec notamment les clients encartés, puisque ceux-là, on a l'intégralité de leurs informations. On évalue combien de clients on a. 9 millions. Donc un Français sur 6, en gros. 7. Voilà. Okay. Donc ça veut dire que c'est beaucoup de monde. Vient chaque année chez Casto. Ouais, par an. Au moins une fois. Au moins une fois, bien sûr. Et on est sur une fréquence. On va dire une fréquence intermédiaire entre... Alors, on n'est pas du tout dans l'alimentaire, évidemment, mais on n'est pas du tout dans les enseignes qu'on visite une fois par an. On est plutôt sur une enseigne que les gens voient 4-5 fois par an. Donc, on voit régulièrement nos clients avec la particularité, et je reviendrai tout à l'heure parce que c'est très important dans le digital, avec des montagnes russes en fréquence. Pourquoi je dis montagnes russes? On peut ne pas venir pendant 6 mois et venir tous les jours pendant 2 mois. Pendant une période de travaux où je refais mon grenier, où j'aménage mon jardin. Exactement. Ouais. Et donc, le rapport entre nous et le client est très variable. Et donc, l'instauration de cette relation avec le client, elle doit aussi s'adapter à son rythme et à ses enjeux du moment. Mais du coup, aussi, j'imagine une immense variance sur le panier d'achat. Oui. Parce que tu viens une première fois faire ta commande de mobilier de jardin et de tonte et de messie, et t'en as pour 3000 balles, et tu reviens racheter une vis. Exactement. Parce qu'il te manquait la vis, et tu reviens le lendemain parce que t'as pas le marteau. Exactement. Non, mais c'est ça. Ouais, ok. En plus, le fait qu'on ait beaucoup de produits font qu'effectivement, on a des produits d'investissement et puis des produits de tous les jours avec des valeurs très faibles. Alors, pour rester sur le persona et du coup, ta gestion un peu de stock, 50 à 60 000 références par magasin chez Castorama. Puisque les petits magasins, tu me disais tout à l'heure que c'était plutôt 4 000. 4 000, ouais. Et avec on en reviendra tout à l'heure, mais avec un positionnement particulier qui fait que l'intégralité de l'offre ou la quasi-intégralité de l'offre du magasin grand format de proximité se retrouve accessible dans le petit magasin en J+1. Ok. Donc j'ai 4000 produits présents qui me permet effectivement de subvenir à tout ce qui est besoin de proximité. Je peux y faire des projets, ce qui est très particulier, ce qui est très atypique et c'est très innovant. C'est-à-dire je peux faire un projet cuisine dans mon Casto de proximité. C'est pas juste de la quincaillerie de quartier. Et après, avec des conseillers, je peux accéder à l'intégralité de l'offre de mon grand magasin. Catalogue à J+1. Et la récupérer. Il est a priori en périphérie plus. Et donc, comme j'habite à côté du magasin, puisque c'est des magasins de proximité, je repasse le lendemain et je récupère mon produit. Donc, restons sur le persona et ces magasins donc Castorama périphérie, 50-60 000 références. Là où je voulais en venir, c'est que avec 9 millions de clients, 92 magasins, 50-60 000 références, tu dois avoir de la data hyper intéressante sur la disponibilité des produits. Ma cuisine, je suis prêt à attendre une semaine ou 3 jours pour l'avoir, mais ma vis, il me la faut tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que vous gérez la data? On a un assortiment standard, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'assortiment qui est commun à tous les magasins. Et d'ailleurs, il y a un enjeu sur le digital, puisque quand on est sur le site castorama.fr, bien sûr qu'on va localiser la personne, si elle le souhaite, on va lui expliquer que c'est plus intéressant pour elle de savoir l'assortiment qui est proposé, la disponibilité, puisque évidemment tous nos produits sont disponibles en ligne en fonction aussi du stock du magasin de plus proche. Mais on a aussi un certain nombre une partie qui est minoritaire, mais qui est non négligeable, de l'assortiment qui est adapté
en fonction de plusieurs éléments. La taille du magasin, nos magasins n'ont pas tous la même taille. Hein. Celui de Clichy, en plein centre de Paris, ne fait pas la même taille que le magasin d'Antibes, qui est un de nos plus grands magasins au sud de la France. C'est juste physiquement une différence. Et puis, il y a des différences de clientèle. Je reprends le même exemple que je viens de citer au-delà de la surface. La clientèle qui habite dans le 18e à Paris n'a pas exactement les mêmes besoins sur l'amélioration de la maison que quelqu'un qui habite dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. J'imagine qu'il y a un joli jardin qui nous manque à tous, nous Parisiens. Le climat, voilà, l'espace fait que... Voilà. Alors tu dis 18e, j'imagine que la zone de chalandise, c'est plutôt le nord de... Enfin c'est Paris, oui, c'est Paris, rive droite, voire plus même. Exactement. Hyper intéressant. Et du coup, pour poursuivre dans la data, et du coup, ça te permettra de me parler de ce projet, nouveau concept de Casto. L'assortiment produit, donc les 4000 sur les 60 000 qui sont disponibles immédiatement dans les Casto. Vous êtes basé sur quoi? Comment est-ce que tu as fait ton assortiment et ta sélection? Il y a un certain nombre de best-sellers, mais c'est pas obligatoirement les best-sellers. C'est en lien avec ce qu'on a évalué et analysé sur la base aussi des tests. Hein. Donc ça, c'est aussi ce que l'enseignement de cette acculturation et cette transformation digitale de début 2020, c'est aussi de ne pas vouloir... C'est d'appliquer des méthodes digitales, des méthodes que tu connais bien dans ton métier autre, de tester, d'apprendre, d'échouer et d'ajuster. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans le quartier de Solferino, donc à Lille, où au début, c'est notre premier magasin de proximité. Donc prétendre qu'on ouvre un magasin de proximité de 400 mètres carrés quand depuis 50 ans on gère des magasins de 10 ou 15 000 mètres carrés et qu'on va juste réduire de manière bête et méchante, bah ça on savait que ça ne marchait pas. Par contre, quelle était la bonne formule? Si tant est qu'on l'ait trouvée d'ailleurs, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Et puis la bonne formule de Lille Centre n'est probablement pas exactement la même que le Lila, que le Valois et que les autres magasins qu'on ouvrira après. Donc à chaque fois, il faut trouver la formule entre l'assortiment, la typologie d'habitat qu'on a en proximité, et ce mix entre les produits vraiment du quotidien. Par exemple, il y a beaucoup de drogueries dans nos magasins beaucoup proximité. De drogueries. Ouais. Produits d'entretien de parquet, par exemple. On en vend pas mal dans nos grands magasins. Mais c'est pas les 1000 plus grosses références, ce qu'on vend dans un grand magasin. Par contre, ça, c'est typiquement quelque chose qu'un client va pouvoir retrouver parce qu'il va aller chez un spécialiste de la maison, que potentiellement trouver des produits qu'il ne trouve pas dans son Carrefour Market du coin, mais en même temps, on va y pouvoir accéder à une offre complémentaire du conseil, tout en étant dans cette logique de lien entre l'habitat de proximité, maison, appartement, et typologie. On n'a pas, par exemple, à Levallois et les Lilas, on a ajusté aussi. On n'a pas les mêmes habitats à Levallois qu'à les Lilas, donc potentiellement, on ajuste l'assortiment. Et puis surtout, on le fait évoluer. Mais je trouve passionnant d'amener du test and learn, qui est très digital. Exactement. Sur du physique. Ce n'est pas dans ton scope, c'est le Casto. Non, ça c'est dans la direction concept, elle est rattachée à la direction commerciale, qui est mon collègue au CODIR. Par contre, la définition du concept, de l'expérience client, ça c'est dans mon scope. Hyper intéressant. J'imagine. Alors, j'ai plein de choses qui me viennent, mais il y a d'autres enseignes, notamment une suédoise en l'occurrence, mais qui s'installe en plein cœur de Paris, avec pareil du produit consommable, on va dire immédiat, mais aussi une dimension conseil. Et je crois que tu en parlais tout à l'heure, si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc une dimension plutôt pas conseil, mais servicielle peut-être. Alors serviciel et conseil. Donc déjà la particularité de ce type de magasin de proximité, ce qui est pas naturel, c'est de pouvoir retrouver une capacité de s'asseoir, de passer 1h30 pour faire un projet, pour designer un projet, comme on le ferait dans un grand magasin. Et donc, c'est le fait de dire, vous retrouvez l'ensemble des services que vous avez dans le grand magasin sans vous déplacer à côté de chez vous. Donc ça, c'est un élément important. Et sur la partie service, c'est pareil, on prend un certain nombre de services qu'on a aujourd'hui. Par exemple, on a un partenariat avec une société dont on a fait acquisition qui s'appelle Nidelp, qui permet d'avoir accès à un certain nombre de services de proximité, bricolage, tout ce qui est aide à la maison. Et ben on va l'intégrer de manière très forte dans un magasin de proximité parce qu'on sait très bien que dans des milieux très urbains, ce type de besoins vont trouver une appétence très forte. Un autre exemple, on avait testé à Lille un service de reproduction de clés. Le truc typique qu'on trouve partout. Ouais. Sauf que
On l'a d'abord testé en physique, vraiment le même modèle que tous les reproducteurs de clés qu'on connaît dans les centres commerciaux. Et là, on a en parallèle testé un partenariat avec une start-up qui s'appelle SecureKeys et on a créé CastoClé, qui est une application mobile qui permet de refaire des clés à distance. Mais non. Si. Donc tu scannes ta clé. Fais gaffe, j'y vais. Non, ça marche, ça marche. Et surtout, il y a un périmètre de clé qui est beaucoup plus large que ce que tu as dans les un clés magasin. minutes. Okay. Il y a plein de clés qui ne sont pas reproductibles dans un clé minute. Et donc, on l'a lancé comme ça. Et maintenant, ce qu'on fait dans nos magasins de proximité, c'est qu'on y met de la communication avec des QR codes qui permet de promouvoir ce service sans avoir ce qu'on avait testé à l'origine, qui est où j'ai quelqu'un qui va refaire la clé avec le risque potentiel qu'il en fait peut-être une par jour ou 2 par jour, et donc potentiellement qu'il ne soit pas ultra professionnel par rapport à quelqu'un qui fait ça 500 fois par jour, quoi. CastoClé, c'est une application indépendante à part entière. Oui, à part entière, qui est promue autonome, évidemment sur notre site, mais qui est à part entière. On a touché plein de sujets et on y reviendra. Mais le mobile en magasin, on va en parler. Mais restons sur ces approches un peu innovation et redéfinition peut-être du groupe ou comment insuffler de l'inno dans le groupe. Donc CastoClé, c'est un projet interne. Vous avez racheté Needhelp. Oui, tout à fait. Ok, intégralement. Intégralement, mais dans un modèle complètement un peu dans une logique open source. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça appartient à Kingfisher qu'on empêche Needhelp de se développer avec d'autres enseignes. Et aujourd'hui, Needhelp est le service de référence en France et il est en train de se déployer évidemment dans tous les pays européens où on est présent ou pas d'ailleurs, en accompagnement de grandes enseignes. Donc il est très présent avec Ikea, tu parlais d'Ikea tout à l'heure, il est très présent avec d'autres enseignes d'ameublement, d'autres enseignes de décoration. Et donc la vocation, c'est surtout de ne pas se dire... on a une logique très forte. Il ne faut pas étouffer la fleur. Il continue à se développer commercialement sur un modèle standard. J'ai un certain nombre de jobbers et d'artisans. C'est la terminologie qu'on utilise, les jobbers. Pourquoi on utilise jobbers ? Parce qu'en fait, on peut avoir des professionnels, des semi-professionnels ou des particuliers avertis. Monter un meuble ou planter des clous et mettre des luminaires au mur, on n'a pas besoin d'être un artisan pour le faire. Donc il y a des gens qui peuvent faire ça, qui le font très bien et qui vont composer leur service sur la plateforme. Et puis après, il y a aussi des artisans qui le font. Et donc cette plateforme-là, c'est une marketplace de services qui est mise à disposition en C2C. Donc on peut effectivement aller sur needhelp.com et poser une demande. La particularité, c'est que la transaction, c'est pas de la petite annonce. C'est-à-dire que la transaction se passe sur Needhelp et donc elle est sécurisée par Needhelp et que l'argent est mis sur un compte séquestre le temps que la prestation soit faite. Et une fois que la prestation est faite, le client fournit au jobber ou à l'artisan un code qui lui permet de débloquer. Récupérer son... Ouais. Alors, Guillaume de Kergariou, qui est le fondateur, ou qui était il est toujours. De Needhelp, qui y est toujours, est passé sur Génération Do It Yourself, chers auditeurs, où il raconte cette histoire. Épisode 244 de mon associé Mathieu Stéphanie, que je vous recommande. Comment il est passé de banquier d'affaires à... Et moi, je suis au bord de Needhelp, et donc génial. Et donc je les accompagne beaucoup, et donc j'y suis cet après-midi, tu vois. Donc c'est... Bon, et ben tu salueras Guillaume de la part de Cosa Vostra. Donc des rachats, de la création et de l'inno en interne avec CastoClé, qui vraiment je suis impatient de tester. C'est bluffant. Hein. Technologiquement parlant, c'est bluffant. Mais je comprends pas, il faut... En fait, il reconnaît par la photo, il y a de l'IA derrière qui permet de reconnaître la forme de manière hyper précise de ta clé. Mais je dois quand même la donner à un moment ou à un autre ? Pas du tout. Tu photographies ta clé. Et ça, de recto verso, mais souvent il y a de la 3D quand même, il y a des choses qui sont un peu... Il le fait, je te montrerai après le... Bon, écoute, je suis bluffé, je suis impatient de tester. CastoClé, chères auditrices, chers auditeurs. Donc, du rachat, Needhelp, de l'inno en interne, CastoClé, et des partenariats. Vous êtes en partenariat avec Back Market, je crois. Oui, depuis 2 mois maintenant, on a lancé un gros mois, on va dire. En fait, c'était une démarche qui était que depuis 1 an et demi à peu près, on sent la logique de seconde main, de reconditionnement, un peu attaquer toutes les verticales. Et toujours dans cette logique de trouver un positionnement et un angle différenciant à Castorama, parce que c'était le travail qu'on a fait dès 2020 en fait, et qu'on a lancé en 2021, c'était de dire comment on attaque ce marché sans avoir l'impression qu'en fait on n'a pas de réel parti pris. Et donc on s'est dit, on va le faire en s'appuyant, en tout cas en proposant à l'acteur référence du marché du reconditionnement,
donc Back Market, en s'appuyant sur un reconditionneur qui s'appelle Cordon, et de travailler cette logique de partenariat qui dit l'acteur référence de la seconde main, Marketplace, un des acteurs référents de l'amélioration de la maison et du bricolage, Castorama, et créons une boutique co-brandée disponible sur castorama.fr et sur backmarket.fr, dans lequel on retrouve un certain nombre de produits, grosso modo à peu près 500 produits éligibles, qui sont issus des retours de nos clients. Et en fait, l'original, de point de départ, c'était de dire, je ne vais pas pour l'instant revendre des produits, je vais surtout remettre en circulation des produits qui sont amenés à partir à la casse. Pour deux raisons, ou parce qu'ils ont été partiellement utilisés, mais qui sont en état de fonctionnement, mais qu'on n'est pas sûr qu'ils le soient. Donc je reviens au point qu'on disait un peu en offline, qui est de dire, revendre un produit d'occasion, ça nécessite un certain nombre d'engagements, de responsabilités, un tampon de dire, alors quand on vend un produit neuf, on est responsable. Quand on vend un produit seconde main, on ne sait pas comment il a été utilisé. Et comme on n'est que sur des produits électriques et électroniques, tondeuses, perceuses, scie sauteuse, climatisation, chauffage par exemple, électroménager, on a besoin de s'engager. On n'est pas juste, on sait pas de la peinture qu'on fait en seconde main évidemment, parce que la peinture, elle est, a priori, une fois qu'elle est utilisée, le pot il sèche un peu. Et donc cette approche-là, on s'est dit, on va s'appuyer sur de l'expertise. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de produits qui revenaient sur l'ensemble de notre réseau de magasins, et on va s'appuyer sur tous ces retours. S'ils sont défectueux, on va les faire réparer et reconditionner par un reconditionneur donc qui est Cordon. Et ensuite, on va les remettre dans le circuit sur une boutique dédiée, en s'appuyant sur l'expertise de Back Market, sur de la vente de produits reconditionnés. Et du coup, on trouve le store sur backmarket.fr, pardon, j'ai bafouillé, backmarket.fr /b/castorama-store, mais vous mettez ça dans Google. Les reconditionnés de Castorama. Les reconditionnés de Castorama. Voilà. Donc là, actuellement, il doit y avoir une vingtaine de produits. Ça tourne évidemment tout le temps, parce que ça dépend de du circuit, du process. Mais le nombre de produits va augmenter très fortement. Et normalement, on devrait monter très vite jusqu'à 500, puisqu'on a une liste pour le coup figée, puisqu'on reste dans le modèle de Back Market qui est de déterminer des produits qui sont éligibles, donc qui sont à base électrique et électronique. Il y a plein de pistes qui s'offrent à nous pour la suite de la discussion, mais du coup, il y en a une qui est assez évidente et que je voulais aborder de toute façon. Donc, de l'inno en interne, des rachats, des partenariats. Tout ça, c'est du change qu'il faut insuffler, voilà, cette fois je l'ai correctement, auprès des équipes, auprès de la direction, jusqu'au vendeur en magasin qui doit pouvoir briefer sur Castoclé, sur Needelp pour un client qui a besoin d'aide. Ça fait partie de ton périmètre. De mon périmètre. Okay. Donc il y a un très très gros changement culturel. J'ai toujours tendance à dire que le retail est un métier d'homme. Ça paraît évident de le dire, mais on le disait tout à l'heure, à 25 000 salariés, 90% en magasin, ça veut dire donc mathématiquement plus de 20 000 personnes qui sont physiquement dans nos points de vente. D'hommes au sens humain. Oui, bien sûr, pardon, hommes et femmes. Oui, non, d'accord. Oui. Mais on pourrait imaginer que dans le bricot, il y a une surreprésentation. D'hommes, d'humains. Ouais. Et donc, la réalité et le succès, une enseigne qui fait du retail, avec une dimension traditionnelle et digitale, mais à l'origine, le retail, ça reste un métier physique, avec une relation humaine entre un client et un vendeur, se fait par la qualité de la relation et la qualité de l'accompagnement qui va être opéré en magasin. Donc ça veut dire que la façon que l'on a d'accompagner toutes ces équipes sur le terrain pour leur faire comprendre à quel point le consommateur est différent du consommateur d'il y a 10-15 ans, mais aussi du consommateur d'il y a 3 ans. Je fais 3 ans pour utiliser pré-Covid, on va dire. C'est indispensable parce que d'abord, c'est une réalité. On leur explique, et je leur explique beaucoup, qu'il suffit de regarder comment eux se comportent en tant que consommateurs. Ça, cette logique de symétrie des attentions qui existe très fortement dans le retail et dans le commerce, qui est de dire traitons bien nos équipes et on traitera bien nos clients. Ça, c'est assez classique. Symétrie de l'attention. Symétrie des attentions. Ouais. Donc ça, c'est la logique de dire le confort et l'expérience collaborateur insufflera quelque chose de positif sur l'expérience client.
Un collègue, un collaborateur. Un collaborateur heureux rendra un client heureux. Voilà. Donc ça, c'est une logique assez classique dans les formations de service et de commerce. Par contre, moi, j'y apporte une sorte de diversion qui est vous êtes un collègue, un collaborateur, vous avez un métier, et quand vous fermez votre ordinateur, quand vous enlevez votre tenue, quand vous êtes en magasin, vous redevenez un consommateur. Ne perdez jamais de vue comment vous vous comportez quand vous êtes un consommateur. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez chez Carrefour, chez Auchan, chez Leclerc, faire vos courses toutes les semaines? Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez acheter un livre, un sèche-cheveux? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez en ligne? Alors évidemment, quand on pose la question à n'importe qui, quel que soit le niveau de salaire, quel que soit le niveau de fonction, quel que soit l'âge, quasiment 100% des gens, je vais sur Internet. Vos consommateurs qui vont chez Castorama, qui vont chez Brico Dépôt, ils font exactement la même chose. Ah oui, c'est vrai. Et donc toujours rappeler à ces équipes qu'en fait, ce qu'ils font eux et elles, les clients qu'ils ont en face d'eux tous les jours font exactement la même chose. Et ça ne veut pas dire qu'on met en contradiction et en conflit un canal e-commerce et digital avec un canal physique. C'est que tout ça est complètement imbriqué. C'est qu'en fonction du moment, en fonction de l'appétence, en fonction de la typologie de l'achat, on va commencer dans un canal, par un canal, finir par l'autre, être en monocanal, être en multicanal, et ça dépend et ça peut changer du jour au jour. On parlait tout à l'heure des exemples de typologie d'achat. Quand je suis dans un mode de projet, je refais ma cuisine, je peux aller effectivement tous les jours dans le magasin, physiquement. Mais je peux aussi maintenant acheter une cuisine intégralement à distance. On a lancé ce service-là avec le Covid, quand on avait les rayons projets fermés. On a une équipe de concepteurs de cuisine dédiés 7 jours sur 7, y compris le dimanche, qui permettent d'acheter et de concevoir intégralement à distance, potentiellement, si le client le souhaite, sans se rendre physiquement au magasin. Donc cette logique de dire, on ne met pas de conflit, on ne met pas de contradiction, mais on est là pour répondre aux besoins du client en fonction de ce qu'il a intention ou ce qu'il a envie à ce moment-là. Bon, user-centric. Voilà, exactement. Et on doit satisfaire l'utilisateur et pas forcer l'utilisateur, plier l'utilisateur à nos méthodes. À nos méthodes et à nos approches et nos process. Voilà. Okay, hyper intéressant. Le consommateur, l'utilisateur de ta marque, comme diraient les Américains, n'est pas le même qu'il y a 10 ans, n'est pas le même qu'il y a 3 ans, mais il y a des constantes quand même. C'est quoi les constantes? Et que du coup, tu adaptes en ligne, en chat, au téléphone, j'en sais rien. Le constante, c'est que comme on est sur un sujet qui touche au quotidien des gens, leur maison, de manière très large, il y a très peu d'achats dans ce qu'on vend qui sont des achats qui ne sont pas impliquants. Même un achat à 2 € peut être impliquant. J'achète une ampoule. Je prends le cas extrême. Je me trompe. Son intensité, je me trompe. Changer mon quotidien. Voilà. Quoi. Et en fait, le vendeur m'a dit c'est bien celle-là. Et j'arrive chez moi, je peux pas mettre le goulot. Enfin, je suis un bricoleur vraiment zéro, hein, donc je sais même plus comment on dit la douille, ouais, voilà. Et là, mince, je vais être furieux. Pourtant, c'est un truc qui vaut quelques euros. Donc, ce sujet de dire, c'est pas le montant qui compte, c'est qu'en fait, c'est impliquant pour mon quotidien. Donc, comme c'est impliquant sur mon quotidien, l'accompagnement, l'expérience et le service, dans le sens large du terme, est très structurant dans l'attente du client. Alors, c'est passionnant. Il y a un truc, est-ce que j'ai le droit de le dire ? Je sais pas si t'es chez toi, donc tu fais ce que tu veux. Chez moi, je fais ce que je veux, mais je les reçois dans pas longtemps. Donc à la rigueur, je les interrogeais sur le sujet. Le rôle conseil du vendeur. Je sais qu'à une époque, tu pouvais discuter 1h30 avec un vendeur Fnac. Je l'ai pas fait récemment, donc je peux pas tester. Je peux pas juger. Moi, je l'ai fait samedi dernier. Et alors, tu as pu discuter pendant 1h30 avec un vendeur Fnac. Bon, très bien. Sur une télé, hein, pas sur. Parce qu'avant, moi, je le faisais il y a 15 ans, parce que je suis très mélomane. Je le faisais au rayon de jazz de la Fnac, au Hall. Effectivement, je passais beaucoup de temps. Là, c'était pour acheter une télé OLED, donc c'est que c'est pas le même prix qu'un CD. Mais le gars, j'ai passé 3 quarts d'heure avec lui, il était top. Bon, c'est là que tant mieux. Et je dirais pas ce que j'allais dire, mais mon point est le suivant. Le rôle conseil, il doit être. Non, mais par contre, je vais te couper. Vas-y. En fait, t'as peut-être une expérience moyenne, mais justement, la clé et la complexité et l'extraordinaire complexité de notre métier, c'est qu'en fait, vendeur Durand et vendeur Jeanne Dupont peuvent être à un moment donné très bons et à un moment donné, pour X raisons, un peu moyens.
Sauf que le consommateur, il se fiche que celui qui est passé avant, il a eu une super Rien à expérience. battre. Si son expérience, elle est mauvaise, eh ben, donc c'est un métier qui est un métier de remise en cause constante. C'est un truc, je fais une petite parenthèse qui est très rigolote. Quand j'ai passé un an chez Voyage Privé, qui est un vendeur de vente flash, d'hôtels, il y avait une phrase que m'avaient dit les fondateurs. Il m'a dit, notre métier, c'est un métier de maboule. Parce qu'en fait, tous les jours, on doit envoyer une newsletter avec les meilleurs deals de vente flash d'hôtels. Tous les jours, on doit sortir les deals de maboule. Quand on est sur un site de réservation d'hôtel, on fournit une sélection d'hôtels et puis après, le client choisit. Là, c'est tous les jours, il y a 50 deals. Je ne peux pas avoir aujourd'hui 38 deals bons et le lendemain 18. Parce qu'en fait, il va se dire, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Et ben, c'est exactement la même chose. Là, dans le retail, en fait, c'est chaque client est unique. Donc, chaque client, on doit arriver. Alors, évidemment, c'est une intention. Comme c'est un métier humain, on n'est pas des robots. Donc, évidemment, on ne peut pas être constant tout le temps. Mais l'idée, c'est d'arriver à une constance et une qualité de service la plus optimale possible pour tous les clients et pour toutes les typologies de besoins. Et pour tous les canaux. Exactement. Donc, que j'aille poser une question en magasin pour finalement acheter en ligne ou que je me renseigne sur le chat ou par téléphone en ligne ou enfin avec les équipes qui sont disponibles 7 jours sur 7, le rôle conseil, la dimension conseil doit être la même. Exactement. Et l'information sur les services, sur les back markets et les contenus. Okay. On a des produits un peu techniques pour beaucoup d'entre eux. La qualité de l'information, la qualité des contenus, la qualité des caractéristiques techniques, les tutos. On a plus de 200 tutos qui sont proposés sur YouTube et sur nos sites. Les conseils, on a lancé il y a quelques années et il a eu un booster incroyable quand il y a eu le Covid. On a un site à part de Castorama qui est évidemment pas encapsulé, qui est brandé. Castorama apparaît, mais il a une vie indépendante, ça s'appelle 18h39. J'avais raté ça à 18h39, pourquoi ? 18h39, parce que c'est le temps que tu passes dans ta maison sur chaque jour. Ouais, j'aimerais bien passer 18h39 à la maison, moi. Non, mais c'est la moyenne des Français. La moyenne des Français. Ça paraît dingue, 18h39 sur 24. 8 heures, non, 6 heures de sommeil, 4 heures le soir. Mais t'as les week-ends. Bon. J'étais comme toi, j'y croyais pas, mais en fait, c'est une vraie étude. Non, mais je comprends. Et donc, ce site-là, ouais. il est hyper complet en termes de contenu, de conseils, d'ouverture vers le monde sur des gens qui font des projets, ainsi de suite. Et ça, sur la maison, ça fait partie aussi du parcours du client, de réflexion, d'inspiration, de choix. Ça a l'air très sympa. Il y a déjà que 3 articles que j'ai envie de lire. 18h39.fr, chers auditrices, chers auditeurs. Je prends un peu de hauteur. Quels sont tes outils de transformation ? Donc là, tu m'as parlé de tes North Star, le rôle conseil, savoir en parler des différents services, enfin voilà, éduquer, amener, conseiller. Comment, en pratique, tu fais ? Alors, il y a une newsletter interne pour les 25 000 personnes, il y a des équipes sur place. D'abord, j'ai une sorte d'obsession qui est que, et ça c'est aussi quelque chose que c'est très marrant, parce que je reviens souvent à l'hôtellerie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça paraît fou, mais en fait, c'est deux industries qui pourtant, on a l'impression que ça n'a rien à voir. Et en fait, elles fonctionnent, je parle en termes de management et en termes de gestion, de manière très similaire. Ce sont les retailers et les hôteliers sont des organisations très militaires, avec des systèmes hiérarchiques très forts, avec une logique de process. Dans un hôtel, c'est pareil, il y a beaucoup de process. On fait pas n'importe quoi. Non, ça doit être en plus hyper huilé, rodé. Ouais. Dans un magasin, c'est la même chose. Et donc, ça veut dire que il faut attaquer, entre guillemets, chaque niveau hiérarchique pour s'assurer qu'au bout du compte, quand on veut transformer, la transformation s'opère réellement. Mais sauf qu'on ne parle pas à chaque niveau avec les mêmes mots, avec les mêmes angles. Et donc, mon obsession, c'est toujours essayer d'avoir adapter le discours. Adapter, comme on dit, être à hauteur d'homme, sauf que l'homme, de manière générique encore, n'a pas le même regard et n'a pas la même envie. Et donc, on a lancé 2 programmes. Un programme assez massif, un des plus gros de France, auprès de 3000 managers, transformation digitale. 3000 managers sur les 25 000 ? Voilà. Ok. Manager, donc ça descend jusqu'au directeur de magasin et jusqu'au chef de secteur, donc le niveau qui est juste en dessous. Donc c'est beaucoup de monde. Ouais. Une vingtaine de modules en e-learning qui expliquent ce que c'est que la transformation digitale avec des modules d'une vingtaine de minutes, 30 minutes. On a lancé ça avec le Hub Institute et on a construit ces modules-là pour qu'ils puissent comprendre.
Alors, on ne prétend pas qu'une fois qu'on a fait les 20 ou 30 modules, ça y est, on a tout compris. Mais ça fait partie de cette module d'acculturation. Et puis on a fait un autre sujet qui est assez récent, on l'a fait la semaine dernière, tu vois, où on a pris le top management, une centaine de personnes, et là on a fait une formation, une acculturation en face à face, avec beaucoup de temps d'échange, beaucoup de temps laissé aux questions, quelles qu'elles soient, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, sur comment fonctionnent les modèles, comment fonctionne Google, comment fonctionnent les marketplaces, comment elles se rémunèrent, l'écosystème en général, le modèle économique, en rentrant aussi par ce qui touche un retailer. Un retailer, il a besoin de comprendre, ok, j'ai un chiffre d'affaires, j'ai une marge, j'ai des coûts, j'ai un résultat. Ok, comment ça fonctionne en digital? Ça fonctionne pas pareil. Pourquoi ces gens-là lèvent des fonds et ils ne gagnent pas d'argent et que tout le monde est content? C'est des choses comme ça aussi qui permettent d'acculturer et de faire comprendre comment tout ça fonctionne. Je trouve ça formidable. Et la gestion du change, la gestion de l'enseignement, de la formation. Moi, dans une boîte de 80 personnes, je trouve déjà parfois que j'ai un peu de mal. C'est très facile d'écrire et de penser des process et d'envoyer de l'information. De vérifier qu'elle soit comprise, adoptée, utilisée, c'est un autre enjeu. Donc 100 personnes en face à face, ça va. 3000 managers qui doivent suivre des MOOC ou du cours en ligne... c'est un enjeu intéressant. Bon, c'est aussi pour ça que ça se passe. Et après, c'est aussi beaucoup d'énergie. C'est pareil, un peu fou de dire ça et un peu bateau, mais beaucoup d'énergie et beaucoup de logique d'attention auprès des gens. C'est-à-dire que quand je vais dans un magasin, évidemment, je vais à la rencontre des équipes. Je leur pose des questions, comment ça se passe, je leur dis est-ce que vous avez des choses à me remonter, ça paraît basique, tout le monde le fait. Là où je pense que tout le monde ne le fait pas, parce que c'est super exigeant et que c'est parfois un peu très exigeant, c'est le cas de le dire, c'est que tu as un vendeur ou un chef de secteur qui dit dans telle application, pourquoi on ne développe pas ci, pourquoi on ne développe pas ça, mon client il est venu, ça ne marchait pas. Le fait de dire je prends le point, ok, mais je prends le point, mais je te réponds vraiment. Pas dans 6 mois. Mais pas, je te fais pas répondre par ma chaîne hiérarchique avec un truc. Mais je te réponds et je te donne le truc. Voilà. Et là, très souvent, ils sont étonnés. En fait, ils partent presque du principe qu'on va les écouter, non pas qu'on se fiche d'eux, bien entendu, mais ils partent du principe qu'il ne va pas y avoir de retour direct. Et quand ils ont un retour direct, ils sont étonnés, et donc eux, ils deviennent ambassadeurs du truc. Parce qu'ils se disent que, en gros, le fait que j'ai répondu, je dois pas raconter que des conneries, pour être un peu direct. Et donc, la prochaine fois que je leur dirai quelque chose, ils vont l'écouter avec une autre oreille. Ok. Bon, on était sur du pilotage, mais revenons peut-être dans le temps qui nous reste sur du très concret comme e-com, enfin retail comme e-com. On a abordé un sujet tout à l'heure et je voulais y rentrer, mais c'était, on est parti sur le conseil, l'évolution des parcours et du mobile dans tout ça. J'imagine que vous découvrez pas le mobile quand tu arrives en 2019, non. Mais ça a quand même vachement changé. Ce qui change énormément aussi, c'est l'utilisation du mobile et donc il y a pas mal de startups d'ailleurs qui font ça. L'utilisation du mobile en magasin, on peut embellir, enrichir la fiche produit dans un magasin avec. Comment est-ce que vous l'utilisez? Alors c'est marrant parce qu'en fait, évidemment, on avait parlé avant de travailler avant de faire cet entretien, mais ce qui est très rigolo, c'est que dans la séquence de l'entretien, en fait, la discussion qu'on vient d'avoir, je vais te donner un exemple concret sur le mobile. Ok, bah tant mieux. C'est qu'il y a 1 an et demi, on a lancé notre application. C'était pas prévu, mais du coup, ça tombe bien. Voilà, on a lancé notre application mobile. On avait un site mobile qui pèse à peu près 75% du trafic et grosso modo 50% de notre chiffre d'affaires e-commerce. Hein. Donc c'est très gros. Sur le mobile ? Sur le mobile. 50% du commerce. Ouais. Et 3/4 du trafic. Ok. Donc ça, c'est le device mobile. Hein. Ce qu'on a lancé, c'est une application native. Ce que je voulais, c'était une application qui ne soit pas juste un site mobile encapsulé. Parce qu'effectivement, c'était mes enseignements de mes vies passées, c'est qu'on télécharge une application si on a compris qu'on va la réutiliser plusieurs fois et qu'elle va m'apporter des services autres en termes de parcours, en termes d'expérience que le simple site mobile. Et ce qu'on a fait dans l'application, c'est qu'on a mis deux fonctionnalités. La première qui est le scan du QR code en magasin, qui me permet d'accéder de manière hyper rapide à la fiche produit, qui est évidemment sur le site plus riche que les 2 lignes d'information qui sont sur l'étiquette dans le magasin.
Ils sont pas plus riches que le vendeur, mais le vendeur, on n'a pas obligation d'aller le demander 15 fois la question, alors que là, on attaque, je scanne et j'ai la fiche complète, voire même les caractéristiques techniques, le poids du colis, le volume du colis. Une vidéo s'il y en a. Une vidéo, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, quand on est dans un magasin, surtout un magasin de 15 000 m², c'est où est le produit. Donc je vais je suis dans le magasin, je cherche un produit que j'avais peut-être éventuellement regardé en ligne, et ben ça va me dire, il est dans l'allée 32, emplacement 57. Ça, c'est dans l'app native qui est sortie. Sur tous nos magasins. Ok. Mais waouh, t'as un ERP bien puissant derrière qui peut mettre à jour évidemment en fait, tous nos produits sont j'ai un trou de mémoire, ça va me revenir. Localisé en tout cas dans les magasins. Il y a un mot mais que je sois au magasin dans le merch d'Antibes qui dit ça. Bah c'est pas le même. Ou à celui de Casto Clichy. Ah, c'est pas le même. Ils sont pas tous dans l'allée 32 ouais, c'est ça. Donc c'est l'emplacement d'Antibes ou l'emplacement en fonction de là où je suis. Cet exemple-là, pourquoi j'utilise celui-là? C'est que cet exemple-là, quand je suis allé en magasin dans le mois qui suivait cette démo, il se trouvait qu'on était dans les fameuses vagues ouverture, fermeture, on était en novembre 2020, donc c'était juste après une des vagues où ça ouvrait, ça fermait. Pourvu que ce soit une des dernières vagues. Exactement. Et ben j'ai passé 1h30 à Dunkerque, parce que j'habite à Lille. Et donc j'ai fait cette démo avec des vendeurs. Et je leur ai montré, et surtout, j'accompagnais le directeur du magasin, qui s'est retrouvé interpellé par 2 clientes, dans un meuble de salle de bain. Et la cliente pose une question, elle comprenait que c'était un collaborateur du magasin, elle lui dit « Excusez-moi, j'aimerais savoir quelle est la dimension du meuble. » Et là, je l'ai regardé, je lui dis « Sors l'app. » Et il a scanné l'app, et il y avait une erreur sur l'étiquette. Sur un truc qui est important, c'était la largeur du meuble. Okay. Ça peut être un peu engageant. Si on a une petite salle de bain, c'était pas 30 cm, c'était pas 20 cm, c'était 30 cm. Et donc, il a donné toutes les infos. Les 2 clientes étaient ravies parce qu'elle avait toutes les infos complètes. Il y avait une erreur sur l'étiquette. L'étiquette, pas sur le site. Mais pas l'affiche. Ouais. Voilà. Et surtout, il y avait toutes les informations. Et en même temps, j'ai dit, vous avez qu'à télécharger l'app, comme ça, tous ces services-là, vous l'aurez. Donc, en fait, je faisais d'une pierre deux coups. J'avais le directeur du magasin, son chef de secteur qui était avec nous, et les 2 clientes. Et en fait, je montrais de manière très concrète qu'on avait lancé une innovation qui n'était pas juste une innovation pour se faire plaisir, mais qui était vraiment utile dans le parcours du client. Voilà la boucle, ce que je voulais dire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est intéressant, la symétrie des attentions. Tu as rendu service au directeur du magasin ou au directeur du rayon et du coup à l'utilisateur et il a surtout vu que c'était aussi, hyper rapide parce que souvent il dit ah oui mais parfois les autres systèmes c'est pas très rapide, et là il a vu qu'il scannait et que la fiche elle remonte en 1 seconde, donc il y a une instantanéité qui est importante quand on a le client en face de nous. Ça, ce sont des choses qui sont disponibles aussi sur le site mobile. Oui. Et en plus l'application, c'est ça, oui, sauf que l'application elle a un parcours et une rapidité, une réactivité plus forte. Ok. Et du coup, non, le scan, non, pardon. L'emplacement, oui, le scan, non. Le scan, c'est dans l'application native. Ouais, native. Tu peux pas. Enfin, c'est compliqué en web, ou en tout cas, c'est déceptif, je trouve, quand parce qu'il y a des librairies qui permettent de le faire, mais ça fait pas mal de responsabilités d'ailleurs, de l'app au marketing, à l'utilisateur, au customer. J'ai une belle équipe. Vous êtes combien? 120 à peu près, 120 personnes. 120 dans l'équipe, dans les équipes digital, marketing et customer. Exactement. Data aussi. Et data qui a forcément impacté, dont on a parlé un peu plus tôt dans cet enregistrement. C'est passionnant. Je pense qu'on pourrait se parler encore des heures, mais j'ai envie un peu d'ouvrir pour atterrir tranquillement sur la suite. Ouvrir sur, alors pas 10 ans, parce que comme on en discutait avant d'enregistrer, 10 ans, qui peut prédire le digital à 10 ans, mais 3-5 ans, quelles sont les grandes forces, on va dire, qui vont impacter le retail et le retail bricolage? Oui. Alors, moi, pour ma vision, et il se trouve, et que ça c'est aussi évidemment un point important de la stratégie de Kingfisher, c'est un exemple que j'utilise, que j'utilisais même avant, qui est il faut jamais oublier qui on est. Alors, cette phrase, elle paraît complètement bateau. Et je reprends un exemple de l'enseigne dont on parlait tout à l'heure en rigolant, la Fnac. Ce que beaucoup d'enseignes et beaucoup de retailers ont fait il y a 10-15 ans, c'est de se prendre pour des pure players. Et en voulant cloner des pure players en oubliant qui ils étaient. Pourquoi je cite la Fnac? C'était les fameux snacks, Fnac.com. Tu achetais ton sac, tu avais marqué Fnac.com.
Bien entendu que Fnac.com était important, mais d'abord la Fnac, c'est des magasins. Pourquoi je dis ça? C'est que notre stratégie chez Kingfisher, c'est toujours de rappeler que le magasin, il est au centre. Il est au centre de notre expérience, il est au centre de notre expertise, il est au centre de notre stratégie, dans toutes ses composantes. Donc ça veut dire que dans la proposition de valeur du client, le magasin restera toujours central. Sauf que le magasin de demain, et donc de 3 à 5 ans, et c'est là où on le fait évoluer, c'est pour ça aussi qu'on travaille les magasins de proximité, ne peut plus être le magasin d'avant, self-service, je viens, je rentre, je sors, et c'est le seul point de contact que j'ai avec l'enseigne. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a plus, numériquement parlant, de gens qui interagissent déjà aujourd'hui, pas de transactions, hein, interagissent déjà aujourd'hui avec nos canaux digitaux que nos canaux physiques. Il y a plus d'interactions sur un mois dans les canaux digitaux que les canaux physiques. Évidemment, ils n'ont pas la même valeur, sauf que quand un client se déplace, je ne parle même pas de la crise actuelle avec le prix de l'essence, mais quand ils se déplacent, ils ne vont pas se déplacer ou ils vont de moins en moins se déplacer pour des choses purement transactionnelles. Parce que tout ce qu'ils vont pouvoir faire en ligne, ils vont le faire en ligne. Et donc, pour moi, c'est le magasin au centre, avec un recentrage autour de l'expérience, autour du service, de la relation humaine. Je viens dans un magasin parce que j'ai besoin d'interagir avec quelqu'un et j'ai besoin de me réassurer. Si j'ai pas ça, je ne me déplace pas. Et le magasin aussi, côté back, dans une logique d'accompagnement de l'e-commerce. Donc aujourd'hui, on a dans notre réseau de 92 magasins, 25 hubs, des magasins hubs, qui livrent jusqu'à 100 km les commandes e-commerce. On a aussi des centres de distribution logistique, mais la majorité de nos ventes en livraison se font à partir des magasins. Donc le magasin, il se transforme. Il se transforme pour le client, mais il se transforme aussi dans notre modèle économique et modèle organisationnel. Ça, c'est la première des choses. Et au-dessus de ça, on a ce que j'appelle le magasin absolu, le magasin amplifié, je n'ai pas encore trouvé le bon terme, qui est le site web, puisqu'il a l'intégralité de l'offre de tous les magasins, accessible quelle que soit la localisation. Et demain, la réflexion qu'on a autour des marketplaces, ou alors là, on va aller chercher un assortiment encore plus large pour être, entre guillemets, l'assortiment absolu. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, quand je travaille, il n'y a rien qui me fasse plus, qui me broute plus que de faire des choses qui sont faisables par une automatisation dans, chères auditrices, chers auditeurs, vous m'en entendez souvent parler, mais Integromat ou Zapier ou autre. Je suis en train de réaliser que ton vendeur qui fasse une transac carte bleue, tu t'en fous. Ce que tu veux, c'est qu'il fasse du conseil. La transac, elle peut se faire ailleurs. Il y a des outils pour le faire et du temps gagné. Donc j'entends et ça me parle. Quick commerce, social commerce, live streaming, est-ce que c'est des sujets que tu... Quick commerce, on surveille, on fait des tests, on a des tests dans les magasins parisiens, justement. Là, avec pour le coup, fast delivery, j'imagine. Oui, de la livraison collaborative. Collaborative. Ouais. Donc je vais acheter le... Donc encore un autre partenariat avec une startup. Ouais. Shopopop. Shopopop. Donc en fait, tu te fais livrer ta commande que tu as achetée de nouveau à Clichy par Jean-Michel qui va venir livrer parce qu'il habite dans le coin. Ok. Je trouve ça hyper intéressant. Ça me rappelle le Uber. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont d'ailleurs arrêté. Je trouve ça intéressant. Okay. Donc ça, c'est un test. Ouais. Voilà. Donc comment on fait dans certains magasins Uberpool, pardon. Uberpool, exactement. Ouais. Dans certains magasins, on l'a fait aussi. Dans mon magasin, on l'avait testé à Lille. La livraison à vélo, par exemple. Donc cette logique d'accompagner et d'adapter nos modes de livraison dans un mode rapide par rapport à des attentes importantes. La smile, comme on dit, est un élément évidemment structurant, qui peut l'être, pas tout le temps, mais qui peut l'être aussi dans notre métier. Parfois, on n'a pas besoin, mais parfois, il faut tout de suite. Et donc, le sujet, il est presque plus la facilité, la praticité que le prix en tant que tel. Donc, surtout quand on est sur un chantier. Quand on est sur un chantier, que ce soit professionnel ou personnel, et qu'il manque la vis qui bloque tout, si c'est pour aller il a pas dans le quart d'heure, quoi. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un élément important. Et sur la partie social shopping, par exemple, live shopping, et ainsi de suite, on a fait des tests qui, pour l'instant, sont des premiers essais, qui ne sont pas hyper concluants, mais on est en train de retravailler le modèle, toujours pareil, pour, je reviens à mon exemple de tout à l'heure, faire du social shopping ou du live shopping
parce que c'est la mode, parce que tout le monde le fait, ça n'a pas d'intérêt. Donc l'idée étant plutôt de dire comment j'applique et j'adapte quelque chose qu'on a été les précurseurs, qui s'appelle les castostages, il y a 20 ans, donc c'est pas tout à nouveau. Les castostages, ça existe toujours en magasin. On est en train de les relancer justement parce que les gens ont perdu de vue que ça existait. C'est des stages qui, donc, comme vous avez lancé ça il y a 20 ans? Ouais, il y a 20 ans. Je trouve ça génial. J'ai vu ça dans une ancienne concurrente il y a pas longtemps. Je me suis dit, putain, c'est malin. Alors qu'une concurrente nous a copié. Ok. J'ai même dit à ma femme, tiens, pense à ça, ça me fera un cadeau. Sauf que l'ancienne concurrente, c'est payant et que nous, c'est gratuit. Bon, Castostage. Et donc, ce service-là, donc pour expliquer à tes auditeurs ce que ça fait, c'est qu'en gros, chaque samedi, dans nos magasins, il y a un thème. Et ce thème est proposé gratuitement, en face à face, par un vendeur qui, pendant une demi-heure, une heure, va expliquer aux clients un stage pour poncer, pour repeindre, pour peu importe. Voilà. Donc c'est chaque samedi un thème différent. Comment on intègre ça, cette expertise, cette innovation qu'on a faite il y a 20 ans, dans une logique commerciale, ce qui n'est pas le cas du Castostage, et dans une logique digitale via le live shopping. Et c'est comment on travaille cette triangulaire-là. Je suis sur la page Castostage, j'ai envie de tous les faire. Je vais poser une semaine de congé et me faire tous les... Attends, j'adore. La triangularité pour inclure ça dans tous les types de parcours et apporter le contenu à différents niveaux d'utilisation. Allez, dernière question, je me permets. Il y a... Alors, c'est peut-être très personnel et c'est pas du tout de la flagornerie. Il y a quelques marques en France que j'aime énormément et je crois qu'ils sont des marques préférées de Français. Je pense à Decat notamment dans un autre domaine. J'ai le sentiment que Casto, il y a aussi quelque chose de... D'ailleurs, Casto, tu vois. Il y a quelque chose de fort et c'est fort parce que on a un contact avec cette marque depuis un bout de temps, qu'on passe dans les magasins, qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, je l'espère en tout cas, une belle expérience. Comment tu fais pour garder... Alors déjà, est-ce que c'est le cas? De toute façon, tu vas pas me dire le contraire, mais qu'il y a cette attache forte. Et comment tu fais pour la garder, l'entretenir quand la relation se fait du coup en pointillé et en omnicanalité? Alors, vous avez 2 heures. C'était tout l'enjeu du repositionnement de l'enseigne qu'on a fait il y a 1 an. C'était qu'effectivement, la notoriété spontanée assistée de la marque, il y a 0 sujet. Tout le monde connaît. Ça ne veut pas dire que tout le monde est allé dans un Casto, mais tout le monde connaît l'enseigne. Est-ce qu'elle avait un lien affectif? Oui. Est-ce que le lien affectif était un peu distendu? Oui aussi. Pourquoi? Parce les Français commençaient à avoir un peu de mal à comprendre qu'est-ce que l'enseigne avait comme proposition de valeur différenciante et pourquoi je vais dans ce magasin et pas potentiellement chez un concurrent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé la proposition de valeur, retravaillé la communication, mais surtout retrouvé une vraie raison d'être et une vraie proposition de valeur qui est le changement, parce qu'en fait le changement c'est un terme qui est absolument structurel dans notre métier. On peut changer une cuisine ou changer une ampoule. Et un changement de manière positive. Pourquoi positive? Parce que l'enseigne, par son histoire, est une enseigne à portée, ce qu'on dit toujours à portée d'homme. On n'est pas des donneurs de leçons. On est une enseigne populaire, dans le sens positif du terme, bien entendu. Et donc, on voulait s'appuyer là-dessus, et on y a rajouté une brique responsable. Non pas parce que c'était important de le faire, parce que c'était entre guillemets tendanciel, mais parce que on estime, et c'était également un élément important du groupe, Kingfisher, qui est de concevoir des produits qui sont conçus de manière responsable. Les gens ne le savent pas, mais 45% du chiffre d'affaires de Kingfisher est fait sur des produits qui sont conçus par Kingfisher. Conçus, pas des MDD yaourt. Sur lesquels tu mets ton logo. Voilà. Là, ils sont conçus et ils sont sous quelle marque? Good Home, Erbauer, Magnusson, par exemple, sont des marques à nous. Donc ça veut dire qu'on a conçu le produit, on a appliqué une logique d'innovation de réponse à des attentes clients et surtout, on a appliqué des normes et des enjeux autour de l'éco-responsabilité importants. Et donc, ce qu'on a décidé dans Castorama, c'est d'en faire un élément absolument structurant de l'enseigne. Donc on a créé un label qui s'appelle Bon plus Bon. Bon pour la planète, bon pour vous. Et qui permet de respecter un certain nombre d'engagements de manière très tangible et très concrète et avoir une sélection de plusieurs milliers de produits qui répondent de manière concrète à ces enjeux-là. Et dans cette logique-là,
c'est pour ça que Back Market aussi était important pour nous, parce que le seconde main est aussi, on voit bien la campagne de pub de Back Market actuelle, là, donc j'ai vu dans les rues de Paris autour de la... 91% d'économie sur la planète, je sais plus. Ça. Et donc c'était important pour nous ça, et on a fait notre nouvelle campagne de pub, je ne sais pas si tu l'as vue, elle est en télé et online depuis 15 jours, en rejouant sur le castor, puisqu'on utilise beaucoup cet animal qui est emblématique de notre enseigne, qui est très propriétaire. Personne ne peut utiliser le castor à part nous, c'est clair. Et on a, je ne sais pas si tu as vu cette pub, a priori elle est plutôt très très bien perçue, elle est assez disruptive, et on utilise justement l'angle responsable en montrant que les Français et nos collègues sont en train de changer justement. On va finir là-dessus, c'est une belle conclusion. Romain, c'était passionnant. Je pense qu'on aurait encore plein de... Je te réinviterai ou on se fera un follow-up. Sur le panier, tu ne le sais peut-être pas, mais il y a des catch-up. J'ai vu qu'il y avait des catch-up. On n'a presque pas parlé marketing. Et c'est des sujets qui nous intéressent évidemment aussi beaucoup, chères auditrices, chers auditeurs. Romain, merci infiniment. Merci à toi. Romain Rouleau, ROU2LEAU sur LinkedIn, si vous avez d'autres questions. Et puis, je vais aller tester les castos de la mairie des Lilas. Merci à Anaïs, qui était silencieuse et patiente et souriante et qui a pris énormément de notes dans son coin. Et merci au One-to-One d'ailleurs qui a permis cette intro. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Romain, merci infiniment. Merci à toi. À bientôt. Bientôt, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.